Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous savez, c'est l'émission qui donne la parole aux décideurs, aux dirigeants du territoire. Et je reçois ce mardi Christian Guellerin, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur général de l'école de design Nantes Atlantique. Alors avant de parler de la belle maison que vous dirigez, je voudrais vous demander, pour celles et ceux qui nous écoutent, de nous livrer, de nous donner une définition du design courte et compréhensible. Alors, écoutez, le design, c'est deux choses au fond. Design vient d'un mot latin, designare. Designare, c'est deux mots en français, le mot dessin et le mot dessin, D-E-2-S-E-I-N, projet. Donc, dans une compréhension technique, il s'agit au fond pour le designer de représenter la façon dont on va vivre demain, de donner objet à des scénarios d'usage de la façon dont on va vivre demain et de décliner ça évidemment sur les produits, les aménagements d'espace, les sites internet, le graphisme. C'est de se projeter et de représenter. Représenter, ça veut dire rendre réel, y compris des choses qui n'existent pas encore. On peut demander à un designer de dessiner la voiture de 2025, elle n'existe pas encore, le designer va s'ingénier à représenter quelque chose qui n'existe pas, donc de lui donner crédibilité, acceptabilité, tangibilité, et le rendre réel. Ça, c'est l'aspect technique. Alors on va revenir sur évidemment les dimensions de prospective. Courte, c'est pas tout à fait gagné. Est-ce que c'est justement parce que c'est complexe de donner une définition au design, c'est ce qui fait sa force finalement, qu'il a irrigué l'ensemble des champs et des disciplines de notre société? Non, je ne crois pas ça. Je crois que la définition est assez simple. La seule chose, c'est qu'on est obligé d'expliquer longtemps pour une raison simple, c'est que pour 80%, 90% du sens commun, le design, c'est des belles tables, des belles chaises et des belles lampes. Donc on est obligé d'expliquer que c'est à la fois ça, évidemment, c'est-à-dire comment on représente les belles chaises, les belles tables et les belles lampes qui n'existent pas encore, mais c'est aussi la question de se poser de la façon dont on va vivre demain dans les villes. C'est-à-dire que on est interrogé sur la voiture sans chauffeur, par exemple. C'est-à-dire, c'est quoi une voiture sans chauffeur? C'est quoi un habitacle d'une voiture dans lequel on ne conduirait plus et on serait téléguidé? Avec, évidemment, autour de cela, tous les nouveaux usages que cela va induire. Alors, nouvel usage, c'est que s'il n'y a plus de chauffeurs et que les voitures sont téléguidées, c'est peut-être qu'il n'y a plus d'accidents. S'il n'y a plus d'accidents, il n'y a plus d'assurance. Donc, il faut qu'on se pose la question de, évidemment, ce que vont devenir les compagnies d'assurance qui assurent les véhicules. Vous leur annoncez la fin de leur activité à ces assurances-là quand vous leur parlez? Mais elles le savent. Je crois qu'on vit dans un monde où il y a des telles ruptures radicales écologiques. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous avons basé toute notre économie sur le renouvellement des produits de grande consommation. Vous achetez un lave-vaisselle et 3 ans plus tard, il tombe en panne, vous en achetez un autre. L'obsolescence programmée. Hein. Oui, pas seulement. Même si elle n'est pas programmée, il y a quand même de l'obsolescence. Et puis, tout ça c'est assez vertueux parce que ça produit de la valeur ajoutée, ça produit de la richesse, ça produit des salaires, des impôts, une vie sociale, etc., etc. Bon, le problème, c'est que tout ça n'est plus raisonnable compte tenu de la rupture écologique. C'est-à-dire qu'il nous faut économiser les ressources. Donc, changer de lave-vaisselle tous les 3 ans, ce n'est pas raisonnable. Et d'autant qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de partager le lave-vaisselle. Donc, autrement dit, si je suis fabricant de lave-vaisselle, il faut que je me pose la question d'un autre modèle qui ne serait plus basé sur le renouvellement des marchés. Christian Guellerin, est-ce que ça veut dire que les turbulences, les conjonctures qu'on connaît aujourd'hui sont finalement favorables à l'émergence du design? Ah ben évidemment, on vit une période bénie puisqu'il convient de se projeté dans un monde qui est totalement différent, qui vit des ruptures radicales, ruptures écologiques, rupture culture digitale. Il va falloir nourrir 10 milliards de... Voilà. Alors, vous avez deux possibilités d'envisager ça. Vous pouvez être très pessimiste en disant c'est la fin du monde, en clair. Et puis, vous pouvez être très enthousiaste et très optimiste et travailler avec les designers pour se poser, effectivement, compte tenu de toutes ces transitions, la façon dont on va vivre demain. Est-ce que ça veut dire que le design, Christian Guellerin, peut répondre à toutes les interrogations? Est-ce que, notamment sur la prospective, mais est-ce qu'on ne surinvestit pas trop le design finalement? Mais
En lui demandant d'être une boule de design, cristal. Si le design sait se poser la question de comment on va vivre demain, on ne surinvestit pas. C'est particulièrement stratégique qu'on se pose la question de savoir comment on va vivre demain. Toutes les entreprises doivent se poser la question de ce qu'elles vont devenir demain compte tenu de ces ruptures. Je parle des produits de grande consommation, mais je pourrais parler... on vit des ruptures radicales. Il y a 3 ans, Airbnb était quasiment inconnu en France. Du jour au lendemain, Airbnb remet en cause tout le tourisme hôtelier, enfin toute l'hôtellerie et le tourisme hôtelier. Bon, ce sont des ruptures radicales. Il faut que les entreprises se posent ces questions-là. D'autant que les entreprises sont habituées à ce qu'on appelle le management scientifique, c'est-à-dire à un modèle industriel qui est comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. Sauf que ça ne suffit pas, cette affaire-là. La question qui est posée aux entreprises, c'est aujourd'hui, compte tenu de ces ruptures radicales, comment je suis en capacité de faire autre chose avec ce que je sais faire. La question qui est posée à une entreprise qui s'appelle La Poste, par exemple, c'est si la façon dont ils voient leur métier, c'est de trier le courrier, il y aura de moins en moins de courriers, donc ils sont morts. La question, c'est comment, à un moment donné, la Poste se pose la question de « mon métier, c'est d'entretenir un lien social avec toute une population d'un territoire à un moment donné », et là, ils ont une image de marque en France extraordinaire. Comment, avec ce paradigme-là, je suis en capacité de spéculer sur ce que je peux faire d'autre avec ce que je sais faire. Alors, justement, pour revenir à l'école de design que vous dirigez, et de manière générale, l'ensemble des écoles de design, pourquoi elles ont attendu si longtemps pour travailler avec les entreprises ? Parce qu'il y a en France, le design s'est développé autour des arts appliqués et de l'artisanat, et puis s'est développé autour d'une sorte de mythologie du designer artiste, on est dans une culture où l'artiste s'est volontiers défié de l'argent et défié des entreprises. Bon, nous on a une culture de design industriel, il ne faut pas que les designers industriels se prennent pour des artistes, c'est-à-dire quand on fait une cocotte minute pour Seb, il s'agit de faire une cocotte minute designée pour que Seb en vendre plus. Il faut être lucide par rapport à ça. Alors, on n'est pas dans une démarche artistique, on est dans une démarche esthétique, c'est-à-dire au sens où il s'agit de se poser la question, effectivement, de la forme, de l'intérêt de la forme par rapport à la fonctionnalité, par rapport à l'émotion que ça peut procurer. Mais enfin, l'idée, elle est quand même économique, c'est d'en vendre plus. Il faut être lucide dans cette affaire-là. Alors, pourquoi vous travaillez plus facilement, ou il est plus évident de travailler avec des écoles d'ingénieurs que des écoles de business quand vous impactez directement la courbe des ventes ? C'est parce que le business appartient. Quand vous spéculez sur la façon dont vous vivez demain, vous ne vous posez pas la question d'emblée du marché, vous vous posez la question des usages. Et vous vous posez la question de quel est l'état de la science, quel est l'état de la technologie et de qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les ingénieurs nous disent, voilà, on va pouvoir connecter un certain nombre d'objets. La question du designer, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tous ces objets connectés. Une fois qu'on aura fait cela, en amont, en aval, se posera évidemment la question du travail avec les écoles de commerce, parce que la responsabilité, effectivement, c'est que tout ça n'a de sens qu'à la condition que ces produits soient vendus, qu'ils génèrent de la valeur ajoutée, que les entreprises se développent et que cette valeur ajoutée, cette richesse créée, effectivement, soit répartie entre les salariés, la société par les impôts, etc., etc. Alors, ça veut dire que dans ce souci d'interdisciplinarité, de casser les silos, ou en tout cas de construire des ponts entre ces silos, est-ce qu'on peut dire finalement que vous allez devenir une école de managers qui forme des managers plutôt que des designers? Ça va pas forcément plaire aux écoles de management, ce que vous allez nous dire. Hein. Mais moi, je prétends depuis plusieurs années, ce qui ne plaît pas d'ailleurs, mais enfin, c'est devenu acceptable maintenant comme propos. Il y a 5 ou 6 ans, ça ne l'était pas. Nous sommes des écoles de management, mais pas au sens d'écoles de business. Nous sommes des écoles de management de projet. Qu'est-ce que c'est qu'un designer? Et dans l'acception du mot dessin, DE2SEIN, au fond, c'est ça. Un designer, c'est une personne qui est en capacité de mettre autour de la table des ingénieurs, des marketeurs, des financiers, des philosophes, des sociologues, tout un tas de gens, et de les faire travailler ensemble autour d'une projection sur demain. Comment nous allons vivre demain? Et de se poser la question de l'état de la science, de l'état des marchés, de la sociologie, de l'anthropologie. Quels sont les nouveaux usages demain? En ce sens-là, c'est une école de management de projet. Donc, le terme management est réducteur quand on réduit le management au leadership et à la gestion des entreprises. Par contre, le terme de management est aussi adapté quand il s'agit effectivement de mettre autour de la table des compétences
compétences diverses, transversales et de les faire travailler ensemble. Fin des années 90, quand vous avez pris la direction de cette école, il y avait 60 étudiants. Aujourd'hui, Oui. vous êtes 1300 en développement fort à l'international. Une arrivée prochaine sur l'île de Nantes. Est-ce que en quoi ce développement tient à votre personnalité, pour terminer? Je crois que ça tient, si ça doit tenir à... Pas de fausse modestie. Hein. Non, mais si ça, c'est... Je vais vous dire pourquoi je suis enthousiaste et pourquoi je porte ce projet depuis un certain nombre d'années. Mais quand je dis je porte avec l'ensemble des gens qui travaillent avec moi, avec les profs. On est tous passionnés dans cette affaire-là. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce projet n'a de sens qu'à la condition des étudiants. C'est-à-dire que dans une école de design, quand une entreprise vient, ce sont les étudiants qui créent. Ce sont les étudiants qui nous proposent la façon dont on va vivre demain. C'est-à-dire que nous avons l'occasion, les profs, les intervenants, les encadrants, au fond, d'apprendre tous les jours quelque chose dont nous ne soupçonnions pas que ça existait hier. C'est-à-dire qu'il y a des projets d'étudiants qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous projettent dans l'avenir. On n'avait même pas conscience que ça pouvait exister. Et ça, c'est passionnant. Tous les jours, on apprend quelque chose. Vous me parlez des étudiants, mais je vous parlais de vous. En quoi c'est lié à votre personnalité? C'était ça ma question. Parce que je suis enthousiaste. Parce que je suis enthousiaste, parce que tous les jours j'apprends des choses. Je crois qu'il y a eu plusieurs virages dans cette école. On va terminer en 15 secondes. Il y a eu un virage de la professionnalisation, c'est-à-dire le grand shift il y a 20 ans, ça a été la professionnalisation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille avec les entreprises parce que l'enjeu, c'est que les étudiants trouvent du travail. Ça, c'était la première chose. Il y a eu ensuite l'enjeu du management de projet, c'est-à-dire c'est une école de management de projet. Il convient de travailler et de partager avec les autres et toutes les cultures. Il y a l'enjeu de l'international, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la création française, qu'est-ce que c'est que le design français et dans quelle mesure cette affaire-là peut porter un projet à l'international. On a une filiale à Shanghai, on a une filiale à Delhi, on a une filiale à São Paulo. Et vous avez œuvré directement à ce développement, il faut le dire. Christian Guellerin, merci beaucoup. Pardon encore une fois de vous bousculer. On aura évidemment plaisir à vous recevoir à nouveau. Il y a d'autres enjeux à suivre. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur l'application mySun. J'en profite très rapidement pour vous dire que la semaine prochaine, je recevrai Olivier de la Chevannerie. Il est directeur général de Sigmatel. Excellente semaine à toutes et à tous.